Bonjour, bienvenue dans Le Monde devant soi, le rendez-vous géopolitique de Slate. Je suis Hélène Decomer, rédactrice en chef de Slate, et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, cofondateur de Slate. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Hélène. Et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Bonjour Alain. Bonjour Hélène. L'OTAN a probablement été la raison du début de toute cette affaire. Cette affaire, c'est la guerre en Ukraine. Et celui qui a prononcé ces mots cette semaine, c'est Donald Trump. Ça vous rappelle quelqu'un ? C'est normal, on dirait du Vladimir Poutine tout craché. Ces derniers jours, le président américain s'est totalement aligné sur les positions de la Russie. Il a par exemple accusé Volodymyr Zelensky d'être un dictateur sans élection. Un retournement spectaculaire, mais pas si inattendu, qui force les Européens à s'organiser. Et même à envisager leur propre défense sans les États-Unis. Mais avant d'en arriver là, ou peut-être pour ne pas en arriver là, Emmanuel Macron s'est rendu à Washington ce lundi. Et Keir Starmer, le Premier ministre britannique, jeudi. Alain Frachon, qu'est-ce qu'ils ont demandé l'un et l'autre à Donald Trump ? Alors, ils lui ont demandé une garantie de sécurité, la garantie de sécurité des États-Unis, sous forme de renseignements satellitaires, sous forme de télécommunications, si l'on devait, nous les Européens, déployer une force de surveillance du cessez-le-feu en cas de cessez-le-feu en Ukraine. Donc on imagine qu'il y a un arrêt des combats, une ligne de cessez-le-feu à surveiller. Et à ce moment-là, pour dissuader les Russes de reprendre l'attaque, il y aurait des troupes européennes en deuxième ou en troisième position, en fait, dans les grandes villes du pays, c'est-à-dire probablement à Lviv, à Kiev et peut-être à Kharkiv. Mais pour que cette force soit crédible, pour ajouter à sa crédibilité aussi, et puis pour faciliter le déploiement de ces hommes pour les opinions publiques européennes, on souhaiterait avoir, les Européens veulent avoir, une garantie de sécurité des États-Unis, ce qu'ils appellent le filet de sécurité, le backstop des Américains. Alors les Américains vont pas nous dire tout de suite, ni à la presse, s'ils nous l'ont donné ou pas. Ils en ont discuté avec Starmer, ils en ont discuté avec Macron, c'est assez bien coordonné entre les Français et les Britanniques, c'est même exceptionnellement bien coordonné, je crois, et déjà il y aura une réunion très vite entre Européens sur cet éventuel déploiement. Mais voilà, ils veulent ce filet de sécurité américain comme une sorte de garantie de la garantie, si vous voulez, une sorte d'assurance de l'assurance. La presse dit, mais on ne sait pas ce qu'ils ont ramené. Ces choses-là ne se disent pas dans l'immédiat. On verra, s'il y a un accord de cessez-le-feu, à quelles conditions les Européens déploient des forces de surveillance de ce cessez-le-feu, des forces de dissuasion. On verra à quelles conditions. Je ne pense pas qu'ils le feront s'ils n'ont pas la garantie américaine. En fait, il y a deux aspects dans cette garantie qui est recherchée. Il y a un aspect totalement classique qui est que, d'ailleurs, qui se déroule en général à chaque fois. Par exemple, quand la France intervenait au Sahel, elle n'intervenait pas toute seule, en fait, elle intervenait toute seule avec sa propre armée, bien sûr, mais cette armée était aidée et surveillée et d'une certaine façon dans les airs protégée par l'aviation américaine, protégée par le renseignement américain qui était aussi sur place. Donc c'est une grande tradition entre nos pays et d'une certaine façon ça ne devrait pas poser de problème. À partir du moment où on déploie des troupes européennes, la coutume est que les Américains prêtent leur concours. C'est un concours technique mais c'est un concours en même temps important. Ça c'est une chose. Là où la demande est plus difficile à obtenir, c'est qu'il demande une garantie que si cette force d'interposition était attaquée par la Russie se verrait opposer des armes américaines. C'est-à-dire que la force d'interposition serait vraiment garantie dans sa sécurité par l'armée américaine. Et c'est ça que, à mon avis, Donald Trump tarde à concéder, voire ne concédera pas. Il a d'ailleurs lui-même dit tout ça, ces histoires on l'a interrogé sur la force d'interposition. Il dit c'est l'affaire des Européens. Et on lui l'a interrogé sur la garantie et il a répondu de toute façon ce sera peu de choses. Sikh. Donc voilà, et c'est là que la discussion est en fait difficile, parce que c'est là que ça montre en même temps à la fois les arrière-pensées russes, mais c'est surtout que ça montre la complicité ou la complaisance, ou diraient les communistes à une époque, la complicité objective de Donald Trump vis-à-vis de Vladimir Poutine.
Mais c'est là justement, vous parlez de la coutume que les Américains soient en backup, en soutien de l'Europe, et c'est ça justement qui semble un peu, ou même beaucoup, remise en cause par les dernières prises de position de Donald Trump ces derniers jours, qui semble s'être complètement aligné du côté de la Russie et souscrire à tout ce qu'a dit Vladimir Poutine par le passé. Est-ce que les Européens vont être obligés au moins d'envisager un scénario où ils se défendraient seuls, sans leur allié historique ? En tout cas, ça se fait avec le fond de toile que vous décrivez, c'est-à-dire un fossé de plus en plus grand au sein de l'Alliance Atlantique entre les États-Unis et les Européens. Les Européens étant avec le Canada dans cette histoire, qui est aussi membre de l'Alliance Atlantique et de son bras armé de l'OTAN. Cette conversation sur l'Ukraine, cette négociation sur l'Ukraine se fait dans les pires conditions pour les Européens parce qu'elle se fait à un moment où les États-Unis ont multiplié les signaux montrant qu'ils sont en train de changer d'alliance et que, au minimum, dans cette affaire de l'Ukraine, qui concerne éminemment les Européens, c'est la guerre et la sécurité en Europe, au minimum dans cette affaire-là, eh bien, ils sont avec les Russes. Ils sont du côté des Russes. Et ça fait 1 mois et demi que les États-Unis multiplient les signes d'un alignement sur les positions russes dans cette guerre en Ukraine. Alors, à quoi se manifeste la position d'un pays dans les relations internationales ? Ça se manifeste à l'ONU. C'est à l'ONU que vous manifestez votre position officielle. Eh bien, à l'ONU, pour la première fois, les États-Unis se sont refusés à qualifier d'agression la guerre que Poutine mène depuis 3 ans en Ukraine, à rendre la Russie responsable de cette agression, c'est-à-dire qu'ils ont voté avec les Russes, avec la Corée du Nord, avec les pires dictatures de la planète, et avec Israël, il faut bien le dire, qui s'est mis dans ce bloc de 18 pays, avec Israël, contre une proposition, une motion purement symbolique, politique, mais ça vous montre où on est exactement, contre une résolution, encore une fois, symbolique, non opérationnelle, à l'occasion du 3e anniversaire de cette guerre, une résolution condamnant l'Ukraine, dénonçant l'agression russe, et c'était une résolution de soutien à Kiev, à l'Ukraine. Eh bien, ils ont voté contre. Non seulement ils l'ont fait à l'Assemblée générale, mais ils ont adopté ensuite le même comportement au Conseil de sécurité de l'ONU. Donc, il y a comme ça un pivot américain vers la Russie. Et évidemment, les Européens n'ont qu'un seul, une leçon à en tirer, c'est que dans cette affaire, les États-Unis, en tout cas aux Nations Unies, se sont comportés comme des adversaires. Alors on sait que ce sont des adversaires économiques. Tout ça, ça va avec la bataille commerciale qu'annonce Trump en proposant de taxer à 25% toutes les importations européennes qui vont aux États-Unis. Mais on n'imaginait pas que ça prendrait cette figure-là. Ça veut dire que l'Alliance Atlantique, cette alliance de sécurité collective entre les États-Unis et les Européens, s'il y en a un qui est attaqué, tous les autres vont à son secours. Cette alliance-là, elle traverse la pire crise de son existence et peut-être qu'elle sera renégociée dans les années qui viennent et que nous connaîtrons autre chose. On note à ce moment-là un moment de bouleversement stratégique pour les Européens comme ils n'en ont jamais connu depuis 1945. À quoi il faut ajouter les paroles de Donald Trump quand même. On sait qu'il n'aime pas l'Union européenne, vous l'avez évoqué Alain, pour des raisons économiques, de concurrence, etc. Mais là, il est allé beaucoup plus loin, parce il réécrit l'histoire à sa façon, un peu comme Poutine a réécrit l'histoire de la Russie d'ailleurs. Et donc, il dit, l'Union européenne a été créée pour emmerder les États-Unis. Il dit un mot beaucoup plus vulgaire, plus vulgaire et plus violent que cela. Je veux dire, c'est une absurdité totale. Je veux dire, l'Union européenne est la fille du plan Marshall, et le plan Marshall, c'est un plan politique délibéré des États-Unis pour redresser l'Europe de l'Ouest et pour permettre qu'elle participe au containment, au fait de contenir la poussée soviétique. L'Union européenne a été créée pour pourrir la vie des États-Unis. Donc on voit à quel point il est dans la détestation et il est dans le rapprochement objectif d'avec Vladimir Poutine, parce que Vladimir Poutine déteste lui aussi l'Union européenne, voudrait la voir éclater, et d'une certaine façon, Donald Trump vole à son secours.
Un Alain mot encore, Hélène, pour répondre à votre question et faire suite à ce que dit Jean-Marie. Vous avez commencé l'émission en citant Trump, qui dit, bon, finalement, dans cette histoire, c'est l'OTAN qui est sans doute le grand responsable de cette histoire. Et il en profite pour dire, écoutez, oubliez l'idée d'une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Mais, en fait, cette question de l'OTAN, elle est réglée depuis longtemps. Et d'ailleurs, quand on étudie attentivement, comme je le fais depuis 3 ans, les déclarations de Vladimir Poutine pour justifier la guerre qu'il mène à l'Ukraine, il n'évoque assez rarement cette question de l'OTAN. C'est pas ça qu'il met en avant dans le spectre des motifs qu'il a mis en avant à plusieurs reprises. Enfin, il a mis aussi la question de l'OTAN, c'est vrai. Mais l'OTAN, elle est réglée depuis très longtemps, cette question. En 2008, il y a un sommet de l'OTAN à Bucarest, en Roumanie. À ce sommet de l'OTAN, le président américain et le président Bush Jr., avec les Britanniques d'ailleurs, disent aux autres membres de l'OTAN, ils étaient 30 je crois à l'époque, ils ont dit écoutez, il faudrait qu'on inscrive au programme l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. C'est ce que l'Ukraine réclame, elle se sent menacée par les Russes avec tout ce qui s'est passé en Géorgie, etc. Et la France et l'Allemagne s'y opposent. Ils disent non, c'est pas la peine de provoquer les Russes en ce moment, on négocie avec eux, on essaye d'arranger la question en Géorgie, etc. C'est pas la peine. Or, à l'OTAN, les décisions se prennent à l'unanimité. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, ils se sont dit, bon, on va mettre dans le texte final que l'Ukraine a vocation à être un jour membre de l'OTAN. Un jour. Mais pour être membre de l'OTAN, il faut ouvrir une procédure d'adhésion. Et c'est un processus assez long. La conférence se termine, à la demande des Français et des Allemands, sans la moindre date pour l'ouverture du processus d'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Alors on peut dire que c'était une mauvaise décision, qu'il fallait dire oui, il vaudrait mieux prendre l'Ukraine dans l'OTAN tout de suite, et comme ça elle aurait été protégée, il n'y aurait probablement pas eu cette guerre, ou on peut dire c'était pas la peine d'évoquer ça si on n'était pas d'accord entre nous pour faire rentrer l'Ukraine dans l'OTAN. À ce moment-là, on n'en parle pas dans le mémorandum final. Bon, ils ont choisi cette résolution Ratsoc, mi-figue, mi-raisin, pas brillante. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Arrive le président Obama. Le président Obama, il pense exactement comme Chirac et le chancelier Kohl, comme Berlin et Paris. Et donc, pendant 8 ans, il ne soulève plus jamais cette question de l'ouverture d'une procédure d'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Et puis arrive le premier mandat de Donald Trump. Même chose, silence, ça ne l'intéresse pas. Et puis arrive Joe Biden, même chose, ça ne l'intéresse pas. Il ouvre même à Genève des négociations qui n'ont jamais eu lieu avec Vladimir Poutine. Ça veut dire que cette question de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, elle ne se posait pas en février 2022, lorsque la Russie attaque l'Ukraine et lance ces divisions blindées à l'assaut de Kiev. La question ne se posait pas. Elle était enterrée, bien ou mal, mais c'était comme ça. Et plus personne n'en parlait. Les Ukrainiens, de leur côté, ont mis un certain nombre d'années après la conférence de Bucarest pour intégrer dans leur constitution le fait qu'ils seraient un jour membres de l'OTAN. Et donc, vous pouvez dire que cette question de l'OTAN, que l'élargissement de l'OTAN après la guerre froide, lorsque la guerre froide était terminée, qu'il n'y avait plus de pacte militaire soviétique, qu'il n'y avait plus de pacte de Varsovie, cette question de l'OTAN, on l'a maladroitement gérée. Mais l'idée que c'est l'OTAN qui a voulu s'étendre, elle est fausse. L'OTAN ne voulait pas s'étendre. J'étais correspondant du Monde à Washington à cette époque-là. J'ai voyagé avec le président Bush senior. J'ai voyagé avec Bill Clinton à Kiev et à Moscou. Et je peux vous dire que ça s'est pas passé comme ça. Ils étaient très prudents sur cette question. Ils étaient incroyablement soucieux d'être le moins agressif possible face à la Russie. La dynamique était dans l'autre sens. C'est Varsovie, c'est Budapest, c'est Prague. Ce sont ces pays-là qui voulaient rentrer dans l'OTAN. Le Pentagone, lui, il était contre. Ça dissémine les moyens militaires, il était contre le Pentagone. Et donc c'est eux qui voulaient rentrer dans l'OTAN. Et il faut toujours retourner cette question-là. Pourquoi voulaient-ils rentrer dans l'OTAN? Pourquoi? Par peur des Russes? Parce qu'ils avaient subi l'invasion, la répression, etc. Ils ne se faisaient aucune illusion sur la Russie.
Ils voulaient rentrer dans l'OTAN. Et d'une certaine manière, l'histoire leur donne raison. Mais alors, comment est-ce qu'on peut comprendre, comment est-ce qu'on peut expliquer qu'aujourd'hui, en février 2025, Donald Trump se serve de cet argument, si je comprends bien, de manière complètement fallacieuse, ça semble être un prétexte. Pourquoi est-ce qu'il l'utilise? Est-ce qu'il essaye d'affaiblir son adversaire dans la négociation qui s'ouvre? Est-ce qu'il va essayer de forcer l'Ukraine à accepter un accord désavantageux? Ça fait partie de toutes les raisons invoquées par les Russes, et ils savent que ça marche très bien, cette raison-là, particulièrement quand on l'évoque en France. Vous demandez aux gens, ils sont convaincus, oui, mais il y a eu l'extension de l'OTAN, alors qu'on avait promis qu'il n'y aurait pas d'élargissement. On n'a jamais rien promis de tel, peut-être oralement, mais c'est une autre histoire dont on pourra un jour parler, si vous voulez, parce que je la connais assez bien. On n'a jamais rien signé qui ressemble à ça, jamais. On a signé un partenariat OTAN avec la Russie, on a signé un partenariat pour la paix avec la Russie, on a essayé de 1001 façons de ne pas humilier les Russes dans cette affaire, contrairement à ce qu'on nous raconte. On les a humiliés pendant la crise des Balkans, mais c'était pas dans cette histoire de l'élargissement de l'OTAN. Simplement, c'est un argument simple qui marche bien, qui est certainement invoqué par les Russes, parce que les Russes étaient contre l'élargissement de l'OTAN, évidemment, toujours contre, ils l'ont jamais aimé, qu'il s'agisse de conversations avec Gorbatchev ou avec Boris Yeltsin, et à plus forte raison avec Poutine. Mais donc, en ce moment, on assiste à ce bouleversement. Trump n'aime pas l'OTAN. Déjà, dans son premier mandat, il avait considéré que l'OTAN était obsolète. Déjà, il avait émis des doutes sur l'application du principe de sécurité collective si un des pays baltes était attaqué par la Russie. Donc, il avait déjà commencé, si vous voulez, à déstabiliser politiquement l'OTAN, à le miner politiquement, non pas militairement. D'ailleurs, c'est un peu toujours la situation. Qu'est-ce que vont faire les États-Unis aujourd'hui, qui ne cessent de dire et de penser du mal de l'OTAN, parce que nous ne contribuons pas assez au financement de l'OTAN? Il ne faut pas oublier que les États-Unis, c'est 65% du budget de l'OTAN et nous, c'est 35%. C'est pas normal. Ça fait 40 ans que les États-Unis nous demandent de changer. Nous n'avons jamais rien fait. Nous avons été dans une... Quand je dis nous, c'est pas les Français, mais c'est les autres Européens, d'une désinvolture affligeante dans cette histoire. Mais enfin, on en est là. Alors aujourd'hui, il y a 100 000 soldats américains en Europe, depuis que la guerre a repris. Il y a 100 000 soldats américains, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il y a des grandes bases américaines qui sont les bases de l'OTAN aussi, en Allemagne, en Grande-Bretagne et en Italie notamment. À ma connaissance, ils ne menacent pas de les fermer. Donc, ils ont un discours très anti-OTAN qui fait partie de l'alignement de leur argumentaire sur celui des Russes dans cette histoire de l'Ukraine. C'est déjà suffisamment inquiétant. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Si vous voulez, je dirais qu'ils sont en train de déstabiliser ou de démolir politiquement l'OTAN, mais pas matériellement. Et comme ils essaient de démolir politiquement l'Union européenne, c'est un peu la même chose. Et c'est aussi, cette histoire de l'OTAN, c'est une réécriture de la part, évidemment, de la Russie, mais c'est une réécriture qui est un peu partagée dans certains cercles en France, où il y a en France toujours une sorte de fascination pour la Russie, de fascination même pour Vladimir Poutine, et dont la source est l'anti-américanisme qui est très répandu en France et qui est évidemment là va prendre une autre nature parce qu'il y a aussi maintenant une part d'anti-américanisme que d'une certaine façon Donald Trump rend obligatoire compte tenu des positions qu'il prend. Et cette histoire de l'OTAN, en effet, c'était une façon de culpabiliser les Occidentaux et de leur imputer, au fond, la responsabilité, ce que fait Trump, ou ce que faisait Trump, la responsabilité de la guerre. Alors qu'en fait, la réalité, comme l'a évoqué tout à l'heure Alain, elle est inverse. Dans la période qui a suivi l'effondrement de l'URSS, il y a eu des aides occidentales à la Russie. C'était la période Yeltsin. Mais il y a eu des aides, j'allais dire, sonnantes et trébuchantes qui ont évité à la Russie un épisode de catastrophe financière qui a été amorcé dans ces années-là et qui a été sauvé, corrigé par l'aide que la Russie et la Banque de Russie ont reçue de l'Occident, donc des États-Unis et de l'Europe. Donc c'est une reconstruction absurde. Ce qui est vrai, c'est que Poutine, et on en revient toujours là, cherche à effacer. Il faut toujours, comme le croit et le dit Alain régulièrement, il faut toujours lire les discours dans le texte et les croire. Dans le discours de Vladimir Poutine, il y a l'idée que la plus grande catastrophe géopolitique du siècle, 20e siècle en l'espèce, c'est la fin de l'Union soviétique. Et donc, il s'emploie, depuis qu'il est aux affaires, au fond, à corriger cette catastrophe et à la remplacer par quelque chose qui ressemble d'aussi près que possible à ce qu'était l'Union soviétique. Et l'Union soviétique, elle était entourée
d'États qui la protégeaient, d'une sorte de glacis ou d'une sorte de... On appelait ça l'étranger proche, mais en fait, c'était des pays qui étaient groupés à l'est de l'Europe et qui avaient été séparés de l'ouest à la conférence de Yalta entre Staline et Roosevelt, et malgré la présence de Churchill. Et donc, c'est ça qu'ils cherchent à restaurer. Et on l'ont bien compris, à la fois les Finlandais et les Suédois, quand ils ont, à bris d'abatture, rejoint l'OTAN pour se protéger. Et c'est ça qui est en jeu. Et c'est ça qu'il va rechercher obstinément. Donc, pour nous, l'union avec l'Europe et la naissance d'une défense européenne deviennent chaque jour davantage des impératifs absolus. Et mettre les Européens face à leur destin. Justement, Alain, comme vous le disiez, s'il commence à y avoir les bribes d'un démantèlement de l'OTAN, en tout cas sur le plan politique et pas encore sur le plan matériel, peut-être qu'on peut se préparer à l'étape suivante, qui sera l'étape matérielle. Qu'est-ce que les Européens peuvent faire maintenant? Est-ce qu'ils doivent augmenter leur effort de guerre? Est-ce qu'il faut augmenter la part du PIB consacrée à la défense dans les différents pays de l'Europe? Écoutez, de ce point de vue-là, les Européens sont coupables et de ce point de vue-là, le président Trump n'a pas tort. Les Européens ne contribuent pas à hauteur de ce qu'ils devraient à leur sécurité en Europe. Qu'il s'agisse de l'OTAN ou pas de l'OTAN, peu importe, c'est vrai qu'ils n'y contribuent pas. Alors, ça arrange aussi les Américains, parce que du coup, par un sentiment de culpabilité, les Européens leur achètent des armes. Très exactement, 55% des armements nouveaux dans ces 2 dernières années ont été achetés aux États-Unis. Alors, dans quel cadre il faut absolument, nécessairement, impérativement aller vers une défense européenne beaucoup plus autonome des États-Unis, dans la mesure où la fiabilité des États-Unis, maintenant, elle est sur la table. On le sait bien, de ce point de vue, Biden a été une parenthèse, mais la ligne de fond, c'est la ligne de dissociation avec l'Europe, pour un tas de raisons. On le sait, donc il faut aller vers plus d'indépendance pour répondre à votre question. Dans quel cadre ? Il n'est pas évident que cela doive se faire dans le cadre de l'Union européenne. Il faut regarder plutôt ce qui est en train de se constituer, précisément pour déployer éventuellement une force de surveillance du cessez-le-feu en Ukraine. Qu'est-ce qui se constitue ? La Pologne, un grand pays, grande tradition militaire, qui consacre 4,5% à peu près de sa richesse nationale à sa défense. La Grande-Bretagne, la France, 2 puissances nucléaires, 2 puissances membres du Conseil de sécurité, 2 puissances qui ont des armées aussi de taille inférieure à ce qu'il faudrait, mais respectable, et 2 puissances qui consacrent au moins 2% de leur richesse nationale à leur défense. Plus l'Allemagne, qui est en train de vivre, elle, une véritable révolution dans ses alliances et dans sa manière de voir le monde et la sécurité en Europe, plus l'Espagne, et enfin un certain nombre de pays. Et naturellement, j'aurais dû parler aussi dans les pays qui sont les puissances militaires de la Finlande, de la Suède, dont les armées sont particulièrement aguerries et compétentes. Donc voilà, il y a un groupe de pays qui comprend la Grande-Bretagne, qui est capable de déployer assez rapidement des troupes ici ou là, et surtout qui est capable de préfigurer ce que pourrait être un effort commun au service de la défense de l'Europe. Et donc là, les conversations sont importantes. Il y en a tous les jours au niveau des états-majors. Il y en a eu beaucoup entre la France et l'Allemagne, beaucoup entre la France et la Grande-Bretagne, entre le Premier ministre Starmer et le président Macron, qui là-dessus a eu la main sûre, et ça fait longtemps qu'il tient ce discours, le président Macron. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des choses qui se feront dans le cadre des 27, mais on ne peut pas le faire dans le cadre des 27. On ne peut pas le faire dans le cadre des 27 parce qu'il y aura toujours 2 ou 3 pays européens pro-russes que cette question n'intéresse pas et qui, de toute façon, mettront leur veto. Pourquoi est-ce qu'il y a le droit de veto sur ces questions-là ? Parce que dans les traités européens, qui communautarise un certain nombre d'activités, il n'y a pas la défense. Et donc, quand il n'y a pas la défense, mais qu'on veut quand même faire quelque chose en matière de défense, il faut l'unanimité. Mais lorsqu'il faut l'unanimité, vous donnez toujours prise à 1, 2 ou 3 pays. En ce moment, je dirais la Slovaquie et la Hongrie, mais ça peut changer, qui ne seront pas d'accord pour déployer des troupes ou pour faire un effort particulier ou pour apprécier comme il le faut les menaces que la Russie représente pour l'Europe. Donc ça sera dans un cadre d'une coalition de volontaires que d'ailleurs permettent les traités européens, associés à la Grande-Bretagne, qui déjà a des traités l'associant dans certaines activités militaires à la France notamment. Il faudra continuer ces efforts-là, et le plus vite sera le mieux.
Une dernière Jean-Marie chose Colombani. peut-être, oui, une dernière chose peut-être, Hélène. Il y a une discussion qui s'est amorcée, ou plus exactement, des justificatifs ou dans les cercles qui sont, disons, plutôt pro-Poutine, une tentative de rationaliser le comportement de Donald Trump en disant, mais vous comprenez bien que Donald Trump et Vladimir Poutine se donnent la main parce qu'ils veulent, et notamment Trump n'a qu'une obsession, c'est de contenir la Chine. Et donc, il s'agirait, cherchant à une rationalité dans ce que fait Trump, de dire, oui, mais regardez bien, en fait, ce qu'il est en train de faire, c'est d'essayer de séparer la Russie de la Chine, parce que la Chine est l'ennemi principal. Personnellement, ça me paraît assez peu crédible, parce que j'ai du mal à prêter une quelconque rationalité autre que la volonté de puissance et la complicité objective avec Poutine à l'action de Donald Trump. Mais je suis curieux de savoir comment Alain réagit à cette thèse qui est quand même très largement évoquée en France par beaucoup d'esprits qui hier étaient dans la fascination totale vis-à-vis de Poutine et qui aujourd'hui ajoutent à cette fascination l'admiration pour Donald Trump. Eh bien, ça m'amène à reprendre une des questions que posait Hélène au début de notre entretien, et qui est, mais pourquoi Trump s'aligne sur les Russes? Au fond, pourquoi il s'aligne sur les Russes? Moi, je pense que Trump a une vision commune avec la Chine et avec la Russie. Ils ont une vision du monde commune. Au fond, les affaires du monde aujourd'hui, c'est à nous, les trois grandes puissances, de les régler. Et pour ça, il faut sortir du système qui a été créé par les Américains en 1945, tous les mécanismes institutionnels, l'ONU, le Fonds monétaire, la Banque mondiale, plus la Charte des Nations unies, système qui intègre comme des règles absolues le non-bouleversement des frontières par la force, l'intégrité territoriale des pays, la souveraineté totale de l'ensemble des pays, etc. On ne peut pas en rester là. Et donc, on va essayer de sortir de ce système. Trump partage cette vision. C'est une vision qui est explicitement exposée sans que rien ne soit caché dans le document que signe le 22 février 2022 les Chinois et les Russes lors d'une visite de Poutine à Pékin et qui scelle, c'est un document d'une vingtaine de pages, qui scelle leur amitié sans limite, disent-ils. Dans ce document, ils exposent leur vision. Et ils disent, sortir de l'hégémonie occidentale, ça veut dire quoi? Ça veut dire nous reconnaissons que les États-Unis sont une très grande puissance. Cette très grande puissance, elle a une influence que nous ne contestons pas dans sa sphère, l'ensemble du continent américain. Et après tout, s'ils veulent prendre le Canada, s'ils veulent prendre le Groenland, sur l'Alaska on discutera, mais tout ça c'est dans la sphère d'influence de Washington, on ne le contestera pas. Et dans sa sphère d'influence, les pays qui sont à ses frontières et au-delà ont une souveraineté limitée. Ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. Ils ne peuvent pas faire quelque chose qui porterait atteinte aux intérêts de sécurité des États-Unis. Mais nous, les Russes, c'est pareil. Nous sommes une grande puissance. Par héritage historique, nous disposons de droits de sécurité particuliers. Et au titre de ces droits de sécurité particuliers, nous avons besoin d'une ceinture d'influence, d'une zone d'influence, nous aussi. Géorgie, Biélorussie, mais surtout Ukraine. Et dans cette zone, ces pays-là ne sont pas libres de s'associer avec qui ils veulent. Ça serait contraire à nos intérêts. Et les Chinois disent pareil. Les Américains sont dans le Pacifique, mais ils n'ont plus de raison d'y être. Ils ont des accords de sécurité avec le Japon, ils ont des accords avec la Corée du Sud et avec les Philippines. C'est fini, ça. Dans cette zone-là, il y a une grande puissance qui, historiquement, hérite de droits particuliers, qui est qu'il n'y aura pas d'alliance de sécurité de ce type-là qui relève du temps de la guerre froide. Et donc, les Américains doivent être chassés du Pacifique, de la même manière qu'ils doivent être chassés d'Europe. Mais en contrepartie, nous leur reconnaissons tout ce à quoi ils ont droit en tant que grande puissance dans leur sphère d'influence. 3 grandes sphères d'influence. C'est ça la vision du monde des Chinois et des Russes. Elle est partagée par une partie de l'équipe de Donald Trump et elle semble lui convenir très très bien. Et ça vous explique son discours d'entrée sur le Canada, sur le Groenland, sur le Panama. Tout ça, c'est dans la zone d'influence des Américains. Il n'y a pas de critique des Chinois ni des Russes là-dessus. Ils approuvent Trump là-dessus. Et donc, en retour, Trump a pris les positions qu'il a prises sur l'Ukraine, c'est-à-dire défendant le droit des Russes à avoir une zone d'influence eux aussi. C'est ça qui s'annonce. Au milieu, il y a qui? L'Europe.
Que va-t-il rester pour nous? Oui, qui pense différemment aussi sur le plan de destin de la démocratie libérale, qui est attaquée là, en effet, de front. Merci beaucoup Jean-Marie, merci beaucoup Alain pour ces explications très éclairantes, quoique peu rassurantes. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Monde devant soi. Au revoir Hélène. Au revoir Hélène. Le Monde devant soi est un podcast produit par Slate Podcast. Production éditoriale et présentation, Hélène Decommer. Prise de son, montage et réalisation, Marius Sor, Aurélie Rodriguez.